et la parole à Daniela, à notre chef, Daniela 5, pour présenter notre invitée de marque, Madame Keller, la députée, eurodéputée. Alors, un très grand merci, Evangelos. J'ai perdu le compte, c'est la 4e de notre ground game, de notre rencontre les jeudis soirs, la 4e ou la 5e? Pardon? La 5e. La 5e, tu vois, j'ai perdu compte. Alors, un très grand merci d'être chez nous, pratiquement chez nous, si nombreuses. J'ai le grand honneur ce soir de présenter Madame Keller, qui est là pour, en fait, aussi animer notre débat avec les 2 organisations des étudiants qui ont quand même, pendant la pandémie, beaucoup aidé aux étudiants Erasmus et qui ont fait quand même un travail humanitaire, je dirais, très important parce qu'effectivement, pendant cette pandémie, on a oublié un peu la jeunesse qui en a souffert beaucoup. Et Madame Keller nous donne l'honneur, Madame Keller qui en fait a visité les endroits, les lieux, si je ne me trompe pas, et qui s'est engagée avec les jeunes pour voir si tout allait bien et s'ils avaient tout ce qu'il fallait. Madame Keller, c'est une députée européenne, tout le monde la connaît, et avant cela, c'était la maire de Strasbourg et une sénatrice. Ça veut dire que Madame Keller, elle a vraiment une très grande expérience, non seulement dans le monde politique, mais surtout dans le monde politique. Mais bien sûr, vu les études, elle a aussi une grande expérience. Elle est ingénieure des ponts et d'eau, si je ne me trompe pas, Madame Keller, et c'est très spécifique, je trouve, comme étude, et bon, on retrouve ça dans aussi dans la commission que vous en êtes membre, et vous êtes aussi un peu vous occuper des bâtiments ici à Strasbourg, ce que c'est très important pour nous, pour que on puisse, on puisse garder notre Parlement bien et en état tip-top ici à Strasbourg. Généralement, on aurait beaucoup plus aimé de tous vous accueillir chez nous au Parlement de Strasbourg. Malheureusement, pour le moment, c'est pas possible, mais je vous souhaite quand même la bienvenue en ligne et je suis ravie que tout le monde est là et je donne sans autre explication la parole tout de suite à Madame Keller pour donner ses impressions du travail des jeunes et de cet temps pour les jeunes. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup, chère Madame Zenk, de me donner la parole si rapidement. Donc, Fabienne Keller, étudiante il y a un certain temps, mais ravie de rencontrer de nombreux étudiants grâce à votre organisation au Parlement européen, chère Daniela Zenk, et puis aussi au partenariat avec la Fédération des étudiants Erasmus. Sébastien Lotte, vous représentez ESN France. Et puis, grâce à notre formidable association d'étudiants à Strasbourg, qui est l'AFGES, je salue Léa Malandin-Santerre et peut-être d'autres personnes de l'AFGES qui sont avec vous, Léa, et qui participent à cette rencontre. Oui, c'est vrai, comme vous le disiez, Madame Zenk, l'année écoulée n'a pas été simple pour les étudiants, parce que je crois que ce qui caractérise la jeunesse, c'est encore plus que plus tard, mais c'est l'envie de rencontre, le besoin d'échanger, de se frotter parfois, c'est-à-dire de s'opposer, mais en tout cas de rencontrer des collègues de formation, des enseignants, des jeunes d'autres disciplines. L'AFGES organise beaucoup de moments de rencontres, de moments culturels pour les étudiants étrangers, pour les étudiants qui ont une passion, et c'est une période de la vie importante en termes de découverte, d'ouverture aux autres. Souvent, la vie familiale n'est pas encore organisée, donc c'est aussi une période dans la vie où on est plus disponible. Donc, c'est très important de pouvoir en tirer pleinement parti. Et donc, cette année a été peut-être un peu difficile à vivre pour beaucoup d'entre vous. L'AFGES a beaucoup agi pour essayer de vous épauler, et j'étais impressionnée par cette solidarité qui s'est vécue comme une sorte de fraternité assez naturelle, et ça, c'est important. Et moi, j'aime bien, dans la devise française, il y a liberté, égalité, fraternité. Voilà,
c'est un mot qui est important et que vous avez pratiqué, chers étudiants, pendant cette période difficile. Moi, je trouve que Erasmus est une des plus belles réussites européennes. J'ai cherché les chiffres, 9 millions de personnes. Alors, c'était à un moment des jeunes. Maintenant, ils sont parfois plus avancés dans la vie, mais je pense que c'est toujours une séquence, un semestre ou une année marquante, parce que c'est une année de rencontre, une année de découverte d'une autre culture, une année d'apprentissage universitaire et académique, bien sûr, mais aussi d'échange et d'ouverture. Donc, ces 9 millions de jeunes Européens qui ont pu en bénéficier, ça montre la réussite et c'est au cœur de l'idée européenne parce que ça mélange la culture, l'éducation, l'échange, le dialogue, le partage. J'ai envie de dire, c'est un peu tout le contraire de ce qu'on reproche d'habitude à l'Europe. Vous savez, l'Europe technocratique, trop économique, trop administrative, trop éloignée des citoyens. Donc Erasmus, c'est un peu le contre-pied. C'est l'Europe qu'on aime. Alors moi, je n'ai pas profité directement d'Erasmus parce que je suis partie un peu plus loin. Je suis partie de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Mais j'ai trouvé que cette année à l'étranger, c'est un moment unique dans notre vie qui nous accompagne d'ailleurs toujours. Je crois aussi que quand on a une expérience, on a la chance d'avoir une expérience à l'étranger, surtout si pour des raisons familiales, on n'a pas trop voyagé plus jeune, et ben ça rend curieux en fait. Ça donne envie de voir d'autres territoires, ça donne envie d'apprendre d'autres langues et de découvrir d'autres cultures. Alors, quelques mots sur Erasmus, parce que Erasmus a été au cœur des négociations du plan de relance et de la programmation 21-27. Et beaucoup de mes collègues investis en commission culture se sont beaucoup battus pour qu'il y ait des moyens supplémentaires. Et donc, il y a une hausse de plus de 60% du budget sur la programmation de cette année à venir par rapport à cette année d'avant, avec une inflexion sur certains programmes en particulier. Enfin, l'idée d'insister sur les programmes liés à l'apprentissage, liés à l'accès à Erasmus pour les jeunes de milieux moins favorisés. Donc, un dispositif qui, en quelque sorte, démontre son succès par le renforcement qui est proposé dans cette nouvelle programmation. Il y a l'idée aussi de centres professionnels qui pourraient être réalisés en complément et la synergie avec d'autres programmes. Voilà, donc bravo à vous tous, parce que c'est jamais complètement évident de faire le choix de partir. Moi, j'étais en charge à la région de l'université et j'avais la région, à l'époque Alsace, doublait l'aide de l'Union européenne et je voyais les efforts qu'il fallait faire parfois pour convaincre des jeunes, peut-être pas habitués à être mobiles, pour sauter le pas. Et notamment en allant à la rencontre d'étudiants qui, eux, revenaient. Ça leur permettait d'être contaminés au sens positif et de le voir sous un aspect positif, même si, bien sûr, les premières semaines d'adaptation, voilà, la nourriture n'est pas la même. Les cours en langue étrangère, ça fait mal à la tête. Les 2 premiers mois sont un peu difficiles, mais après, voilà, une fois qu'on a sauté ce pas, c'est tellement riche et une expérience qui est facilitée et donc il faut en profiter à ce moment de son cursus quand c'est possible. Donc, pour toutes ces raisons, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour évoquer ensemble Erasmus et échanger à ce propos, comment on pourrait l'améliorer, quelle perspective aussi, en termes j'ai envie de dire, de lobby des étudiants Erasmus. Parce qu'Erasmus, ça devient une force vive. C'est une expérience que vous partagez, peut-être qui vous crée un attachement particulier à l'Europe, mais aussi une responsabilité. En cette période, quelques jours avant le lancement de la conférence pour l'avenir de l'Europe, je pense que vous avez peut-être plus que d'autres des idées, plus que d'autres une capacité peut-être à dialoguer avec des jeunes d'autres États membres pour proposer des priorités pour le moyen terme pour notre Europe que nous aimons. Donc, merci de m'accueillir et bel échange maintenant tous ensemble. Oui. Merci beaucoup, Madame Keller. Avant de donner la parole à Léa, à Sébastien,
Je le remercie aussi au nom de toute l'équipe Grand Game déjà. Alors, avant de vous donner la parole, je vais m'adresser à tous les participants pour leur dire que nous avons pratiquement 50 minutes devant nous pour pouvoir poser des questions. Si vous voulez faire des remarques, libre à vous. Je voulais juste vous dire que si vous voulez poser une question, soit à Madame Keller, la députée, ou à l'un de deux jeunes étudiants qui sont nos invités ce soir, soit vous levez la main parce que je vous vois à l'écran, moi, soit si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, vous avez la possibilité aussi de le faire par écrit. Donc, il y a une collègue à moi qui est juste en face, c'est pour ça que je porte le masque. Et elle va prendre note de ceux qui vont poser des questions à nos deux invités et à Madame Keller. Je n'ai pas à vous présenter, toi, Léa et Sébastien, c'est pour ça que je vous laisse de vous présenter vous-même. Je pense que vous êtes en meilleure position que moi de nous parler de votre expérience autour des activités étudiantes et aide aux étudiants. Alors, la parole est à Léa, si tu permets, Sébastien. Donc, voilà. Les dames d'abord. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Du coup, je me présente, je m'appelle Léa Santerre, donc je suis présidente de l'AFGES, qui est donc la fédération et une assemblée générale étudiante à la fois. Du coup, pour les étudiants alsaciens, donc on est basé principalement sur Strasbourg, mais on rayonne globalement du coup sur l'ancienne région qu'est l'Alsace, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin. L'AFGES, donc, c'est une fédération qui est à destination des étudiants, qui est composée d'étudiantes et d'étudiants qui s'engagent pour leurs confrères, on va dire. Et du coup, on a plusieurs missions. Une pour laquelle on est quand même assez connu, ça va être les actions de solidarité. Léa, excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ah, pardon, vous m'entendez mal? C'est mieux là? Ok, pardon. Du coup, l'AFGES va avoir des actions de solidarité vis-à-vis des étudiants. Donc, on a 2 épiceries sociales et solidaires qui s'appellent Zagoraï, dans lesquelles les étudiants peuvent être bénéficiaires et bénéficient du coup de produits en réduction, mais aussi d'un accompagnement par une assistante sociale et des propositions d'animation gratuites, donc que ce soit des sorties ou des animations directement dans l'épicerie. On fait aussi en ce moment une distribution de paniers de première nécessité. Donc là, pour le coup, c'est ouvert à tous les étudiants sans vérification des conditions de ressources. Donc, on a ça qui est lancé depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Et on va aussi avoir pour les étudiants un volet représentation, donc pour défendre leurs droits, pour les informer, pour proposer aussi des améliorations, que ce soit à l'université, au Crous ou aux collectivités qui vont tous avoir des missions sur la vie étudiante. Mais on va aussi être là pour faire l'animation. Donc, sur les campus, c'est plus facile qu'en ce moment sur les réseaux, mais on essaye de toujours proposer des animations à distance, donc via les réseaux sociaux, des plateformes, et on va relancer bientôt les sorties. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. Donc, la parole est à Sébastien. Et j'aimerais juste dire un mot avant de présenter votre structure, ce que tu fais, Sébastien, aux participants. Donc, quand ils vont prendre la parole tout à l'heure pour poser des questions, bon, on a le temps, mais notre principe est que tout le monde puisse poser des questions. Donc, on demande aux participants de poser la question en 1 minute et aux répondants, que ce soit Madame Keller ou vous deux, si possible, 3 minutes, afin de donner la possibilité à tous les participants de poser des questions. Voilà, merci. À toi, Sébastien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de pouvoir participer avec vous ce soir. Alors moi, je m'appelle Sébastien Lotte, je suis président du réseau national ESN France, qui est Erasmus Student Network, et qui est un réseau associatif en fait qui
a pour mission de favoriser l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux dans la vie locale et d'assurer des missions de sensibilisation à la mobilité internationale. Donc, le réseau associatif en tant que tel s'est monté en 1989, donc c'est-à-dire 2 ans après le lancement du programme Erasmus en 87, en se disant, tiens voilà, le programme Erasmus tel qu'il avait été lancé était très pertinent parce que, comme l'avait dit Madame Keller, ça permet de faire des échanges, ça permet de favoriser la citoyenneté européenne, mais que sans avoir une structure locale de la société civile qui soit présente pour accueillir, pour intégrer, pour favoriser les rencontres, c'était parfois un peu compliqué. Et c'est comme ça que le réseau s'est développé et actuellement est devenu le plus grand réseau d'associations étudiantes au monde, avec un peu plus de 500 associations dans toute l'Europe, en se disant que l'objectif est vraiment de travailler sur ce principe de student helping student, qui vise en fait à favoriser la rencontre avec la population locale. Notre vision de la mobilité internationale, dont Erasmus en fait partie, n'est pas uniquement de concevoir voilà, un déplacement géographique où finalement les Espagnols vont rester entre eux, les Français vont rester entre eux, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut créer des espaces d'interaction, que ce soit culturel, linguistique, de rencontres entre les différents étudiants, qu'ils soient locaux ou en mobilité Erasmus, et qui a pour objectif justement de stimuler la citoyenneté européenne, l'apprentissage de l'autonomie, toutes ces choses. Et je pense que vraiment, c'est très important d'avoir, comme a dit Léa juste avant, sur l'importance d'avoir une vie associative qui soit aussi présente en local pour pouvoir de l'exporter au national et à l'international. Très bien, merci beaucoup, Sébastien. Tu as fini? Oui. Oui, très bien. Donc, je demande aux participants s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, comme je dis, soit à Madame la députée, Madame Fabienne Keller, soit à Léa ou à Sébastien. Allez-y, il y a quelqu'un? Pas encore. Donc, c'est toujours la même chose. Le premier, il n'ose pas poser des questions. Et à la fin de notre conférence, il y aura 3 mains qui vont se lever, mais bon, on n'aura pas le temps de poser des questions. Alors, je vois Aïcha qui est en train de chercher les papiers pour poser une question. J'ai bien vu. Aïcha, tu veux poser une question? Non. Oui, Daniela, oui. Comme mon ancien chef disait toujours, on a toujours peur de poser la première question. Alors, on peut déjà poser la deuxième question. Ça peut peut-être aider. Alors, ma question, effectivement, je suis très impressionnée par les 2 jeunes qui ont vraiment, disons, qui ont montré quand même une solidarité vraiment avec leurs confrères, consoeurs étudiantes. C'est un temps, je me rappelle, il y a quand même quelques années, mais on se rappelle quand même, c'est pas toujours un temps facile si on est loin de la maison, si on est loin de ses proches, surtout dans une pandémie, on se peut sentir très, très seul. Ma question, c'est comment est-ce que les jeunes, qu'est-ce que c'était leurs peurs principaux? Comment ils ont réagi? Et est-ce qu'ils ont, combien des étudiants à la fin vous avez eu dans vos programmes, quoi? Alors en soi, je peux commencer si ça vous va. En soi, il y a eu une baisse du nombre d'échanges Erasmus là, sur l'année 2020, hein, puisque on est quand même sur, comme vous l'avez dit, dans une pandémie mondiale, mais finalement pas tant que ça. Je crois qu'il y a une baisse de 25% des échanges, ce qui en soi aurait pu être vraiment bien pire au vu de la situation. La question maintenant que ça va poser, c'est plus les difficultés, puisque quand un étudiant est sur le point de rentrer dans une démarche de faire une mobilité internationale, déjà, il y a déjà des questions naturellement qui se posent, hein, c'est-à-dire
tiens, voilà, est-ce que j'aurai le niveau linguistique suffisant? Comment est-ce que je vais faire une fois sur place si je ne comprends pas? D'autant plus dans un pays comme la France, avec un administratif qui est d'autant plus compliqué. Hem, voilà, et puis je pense qu'on a aussi pas mal de situations de difficultés en France, hein, sur, notamment du logement, sur des questions de précarité que je pense que Léa pourra, parler encore, plus en amont. Je dirais que cette année, la vraie difficulté qui s'est posée, c'est la question de l'isolement. C'est-à-dire, il a fallu quand même attendre quelques mois pour, comme vous le disiez avant, hein, que les projecteurs soient centrés sur la jeunesse, sur les étudiants, sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et il y a des difficultés en fait de précarité où finalement la crise sanitaire n'a rien créé du tout. Elle a juste amplifié des situations qui étaient déjà bien présentes avant, mais qu'on ne parlait tout simplement pas ou très peu. Et il y a des difficultés d'isolement, c'est-à-dire quand on voit déjà toute une génération d'étudiants locaux qui se retrouvent en fait dans des résidences étudiantes isolées, dans, une autre ville qui n'est pas forcément la leur, avec l'impossibilité de sortir et cetera. C'est déjà très compliqué pour des étudiants locaux, mais alors pour des étudiants qui sont Erasmus, qui ne maîtrisent pas la langue, qui n'ont pas forcément leur cercle d'amis, de famille, qui ne comprennent pas forcément, certaines choses, notamment dans l'accès à l'information, dans l'accès à la santé, dans l'accès, aux modalités d'examen, ce genre de situation, c'est d'autant plus difficile et je pense qu'il y a une frustration, assez importante qu'il va falloir vraiment travailler dans les années à venir pour ne pas entretenir ça parce que la mobilité internationale dans ce que ça apporte, c'est beaucoup trop beau pour justement rester sur un échec ou une frustration de cette année. Je me permets du coup de continuer directement. Je rejoins, hein, tout à fait Sébastien. Nous, l'isolement, c'est vraiment quelque chose, qui pour le coup a touché tous les étudiants, mais en particulier les étudiants, internationaux, qu'ils fassent partie du programme Erasmus ou non. C'est vrai que du coup, là, on a bien vu, hein, l'action des associations étudiantes, voire même d'étudiants en fait qui, sans pour autant faire partie d'une association ou d'un club, se sont retrouvés pour pouvoir échanger, ont mis en place des soirées jeux en distanciel, ont pu mettre en place des temps d'échange, que ce soit entre étudiants ou avec même des personnes volontaires à l'extérieur, des particuliers qui voulaient justement prendre ce temps et l'accorder à des étudiants qui étaient isolés. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il a été, assez «simple» entre guillemets d'agir, au départ, donc il y a plus d'1 an maintenant, et qui avec le temps est devenu de plus en plus compliqué étant donné que du coup, tous les outils que nous on utilisait pour communiquer, les réseaux sociaux, les plateformes comme Discord étaient maintenant associés en fait tout simplement aux cours et énormément, de choses en rapport avec les cours passés par ces plateformes. Il y avait donc un désengagement en fait des jeunes de ces plateformes-là, tout simplement par saturation. Donc il y a eu effectivement une petite phase de creux où c'était très dur de toucher les étudiants. On sait aussi qu'un étudiant qui va être précaire, c'est un étudiant qui va être isolé, déjà à l'origine plus qu'un autre et que, de fait, on a énormément d'étudiants précaires qui sont des étudiants internationaux. Donc c'est une problématique qu'on connaît depuis déjà quelques années et qui a été exacerbée par la crise et Sébastien le disait, hein, la lenteur et la lourdeur administrative en France fait qu'il est très compliqué de se renseigner et surtout d'avancer rapidement, en fait, en termes de prestations sociales, d'autant plus quand on est un étudiant, international. Donc pour ça, on a mis cette année, pardon, en place à partir, de septembre, un guichet d'accès au droit qui pour l'instant, est utilisé, mais qui pourrait l'être encore plus. Donc on espère pouvoir faire connaître, pour les prochaines années, pour essayer en fait de centraliser toutes ces aides-là et de pouvoir rediriger un étudiant qui vient vers nous pour faire un espèce de guichet unique, entre guillemets. On ne va pas traiter tout ça nous-mêmes, mais pour que chaque étudiant qui vienne et nous pose des questions, nous décrive sa situation, puisse savoir à quelle prestation est-ce qu'il a le droit, parce qu'en fait, ça va être la première étape, tout simplement, d'avoir les moyens pour vivre, pour pouvoir ensuite avoir des loisirs, pour pouvoir sortir de cet isolement, pour faire des rencontres. Et c'est quelque chose, qui est primordial. Tant que les besoins, primaires, on va dire, ne sont pas satisfaits, il est très compliqué de pouvoir profiter, d'une année à l'étranger dans toute sa splendeur, c'est-à-dire, d'aller découvrir la culture.
Très bien, merci à vous deux. En vous écoutant, je me suis dit, bon, ils font un travail remarquable, ces deux jeunes, extraordinaire, mais je ne sais pas comment la définir. Je pense, à la tête, il m'est venu le mot solidarité. C'est ce que vous faites. Malheureusement, il y a encore des êtres humains dans notre société qui ne savent pas ce que ça veut dire, le mot solidarité, mais il faut qu'ils chassent que quand ils auront besoin de solidarité des autres, les autres ne seront pas là parce qu'eux, ils ne se sont pas pris le temps ni le courage d'être solidaires avec ceux qui ont besoin. Je ne veux pas dire autre chose. Merci à Sébastien et à Léa. Je donne la parole à Aïcha. Maintenant, elle est prête pour poser une question. Le micro ne fonctionnait pas tout à l'heure. J'avais pas vraiment de questions. J'étais en train de chercher parce que j'avais terminé le boulot. Parlez un peu plus fort, Aïssa, un peu plus près du micro. Oui, et du coup, je rebondis sur... Le micro ici. Vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Ok, cool. Du coup, je vais rebondir sur ce que Léa, il me semble. Ouais, Léa a dit. Moi, j'étais en programme Erasmus en 2019. J'étais en stage à Londres. Et la question, c'est vrai que j'ai continué mes études après être revenue de mon stage. Et l'année dernière, j'étais en deuxième année de mon deuxième master. Et j'ai très mal vécu, moi, le confinement. Directement, j'habitais à 900 km de chez mes parents, donc ça a été très brutal et je pense pour énormément d'étudiants. Et c'est vrai que je me posais la question, si j'étais à Londres et que le confinement s'était passé, est-ce que vous avez, vous, à ce jour, est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour les étudiants qui sont à l'international et pas en France? Si je peux être claire. Merci. Ouais. Alors, à titre personnel, moi, je ne pourrais pas t'apporter de réponse. C'est vrai qu'on a eu quelques échanges avec des étudiants, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Donc, je vais plutôt laisser Sébastien répondre. Alors, je dirais que dans cette situation, c'est un petit peu du cas par cas. C'est-à-dire, c'est en fonction du pays, c'est en fonction des universités. Il ne s'agit pas que des échanges nationaux, hein. C'est beaucoup, les universités sont beaucoup à l'origine de mettre en place des partenariats avec certaines autres universités. Et là où une université aura certains partenariats dans un pays, ça ne sera pas forcément le même dans une autre université du même pays. Je dirais tout dépend de la volonté des étudiants et tout dépend de la situation du pays. On sait qu'il y a des pays qui ont été plus touchés que d'autres par la crise, par la pandémie, hein. Je pense notamment à la France, l'Italie. Actuellement, c'est des situations qui sont un petit peu compliquées plutôt que d'autres pays. Tout le monde n'a pas mis en place les mêmes choses. Il y a certains étudiants qui ont décidé d'annuler leur mobilité, ce qui est extrêmement triste puisque effectivement, une mobilité, comme je disais avant, c'est quelque chose qui s'anticipe quand même longtemps à l'avance. D'autres ont dû être rapatriés et d'autres encore ont décidé de rester sur place et quitte à être en Erasmus, de tenter l'expérience jusqu'au bout. Et là, je pense que nos rôles en tant qu'association étudiante, c'est justement de faire en sorte de limiter un petit peu les dégâts, entre guillemets, et de favoriser quand même des espaces de rencontre, hein. Nous, on a mis en place des systèmes de parrainage, hein, des buddy systems, pour essayer de faire le lien entre un locaux et un international. Il y a énormément, hein, comme disait Léa, des événements qui ont été mis en ligne, mais également avec des petits groupes très restreints. Et finalement, là où on était plus habitué à organiser des événements effectivement très fédérateurs avec énormément de personnes, et ça s'est plus transformé en des petits événements avec des groupes beaucoup plus restreints, mais qui finalement nous ont aussi appris à découvrir et à rencontrer de façon un petit peu plus intime les étudiants internationaux. Euh, donc, voilà, je pense que c'est vraiment un petit peu très variable d'un étudiant à l'autre, mais la situation est frustrante, je l'entends bien. En tout cas, comme il a été répété à plusieurs reprises, franchement, vous faites un boulot extraordinaire. J'étais moi-même impliquée dans l'univers associatif, donc, et je sais que les associations étudiantes m'ont bien comblée quand j'étais pas bien l'année dernière. Donc, franchement, bravo à vous.
Très bien, merci beaucoup Aïssa. Est-ce qu'il y a une autre question? Il faut en profiter pour poser des questions à notre représentante, Madame Keller, la représentante du peuple. Alors, Bonjour. bonjour Nicolas. Bonjour. Alors moi j'ai une question. Alors c'est pas directement pour Madame Keller, mais c'est plus pour ISN ou la GES. J'ai aussi fait un Erasmus moi-même et c'est vrai que ISN m'a beaucoup aidé pour mon intégration à Bucarest. C'était assez drôle d'ailleurs de voir qu'il y avait un peu des confrontations entre les activités qui étaient faites par certains groupes d'ISN entre les universités. Mais en tout cas, on y voyait dans tous les cas une très bonne volonté et c'était super. Donc bravo pour ce que vous faites. Est-ce que vous verrez des éventualités d'évolution du programme Erasmus? Parce que c'est vrai que moi, j'avais fait un Erasmus, j'ai l'impression que le programme n'évolue pas forcément, même si les bourses peuvent augmenter ou quoi, sachant que les bourses sont très importantes et je pense que c'est un énorme déclic pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir faire l'Erasmus. Est-ce que vous, qui voyez des Erasmus de tous les pays, vous auriez des choses à dire à Madame Keller ou autre pour voir en fait quelles seraient les modifications à apporter au programme Erasmus ou améliorations? Allez, si vous voulez, je peux commencer à prendre la parole sur ce sujet. Déjà, il faut savoir qu'avec le nouveau programme Erasmus, il y a énormément de choses qui sont en train de rendre le programme axé sur plusieurs aspects, notamment l'environnement, l'inclusion et les certaines tremplins pour des activités numériques qui peuvent inciter à la mobilité. Là où je pense que c'est intéressant et que c'est vraiment important, c'est de se dire, tiens voilà, le programme Erasmus n'est pas que fait pour des étudiants qui sont déjà dans des bac+3, bac+4, bac+5, c'est-à-dire des jeunes déjà engagés dans l'enseignement supérieur. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus en se disant que bah voilà, tu peux avoir fait une formation professionnelle, tu peux avoir arrêté l'école à 18 ans et ne pas aller à l'université ou en école et pourtant, même en étant apprenti, faire quand même des programmes de mobilité Erasmus et c'est ça quand on dit démocratiser l'accès à la mobilité pour tous, on est vraiment là-dedans. La deuxième chose, c'est quelque chose qu'on est plus en train de travailler au sein du réseau ESN, c'est de voir la mobilité en 3 temps et pas uniquement de le voir la mobilité en tant que telle pendant la période de l'année Erasmus, mais de la voir en 3 temps. La pensée avant la mobilité, la pensée pendant la mobilité et la pensée après la mobilité. Avant la mobilité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment intervenir dans les écoles. Il faut que si on veut démocratiser l'accès à la mobilité internationale, il faut faire des interventions. Il faut que les jeunes soient conscients de ce programme de mobilité, des bourses qui permettent d'y accéder, de soulever les freins à la mobilité, qu'ils soient géographiques, d'handicap, linguistiques, financiers, etc. Pendant l'Erasmus, bah, c'est ce qu'on parle depuis avant, hein, c'est de favoriser la rencontre avec la population locale et penser la mobilité au retour de mobilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut valoriser l'expérience de la mobilité dans le parcours de vie d'un jeune, sur le CV, comment on peut faire en termes d'employabilité. Et je pense que l'avenir de la mobilité du programme Erasmus doit vraiment être vu autour de ces 3 notions parce que c'est une stratégie à 3 jambes et couper l'un de ces piliers enlèverait toute la pertinence en fait du programme et ne serait centré seulement avec des œillères sur une seule partie. Merci Léa, merci Sébastien. Vous êtes bien complémentaires. Alors, s'il y a personne qui veut poser une question à Madame Keller, moi, je vais poser une question à Madame Keller. Bon, je vois que vous, les jeunes, vous êtes en train de nous expliquer la solidarité, comme je l'ai dit, le travail que vous faites, mais pour faire ça, il faut des moyens. Et ces moyens, ce sont les moyens financiers. Et c'est l'Europe qui finance ce programme Erasmus. Alors, Madame Keller, dites-nous, combien de milliards dépense l'Europe pour ce programme? Paraît-il 24 milliards pour la période 2021-2027. Ah ben, vous savez tout. Oui. Vous savez tout. 24 milliards, ça fait beaucoup de zéros. Ça fait 9 zéros derrière le chiffre. C'est beaucoup d'argent. Mais moi, je trouve que c'est un investissement. C'est une expérience.
Je pense qu'aussi, on ne parle pas de tout l'argent économisé, entre guillemets, par le principe d'Erasmus. C'est-à-dire que c'est un partenariat entre des universités. Donc, j'espère pas dire de bêtises, mais en principe, on ne paye pas les frais de scolarité dans l'université dans laquelle on fait son Erasmus. Donc, pour les étudiants français, c'est plutôt avantageux, puisque beaucoup d'universités ailleurs en Europe sont payantes. Il y a souvent, pas systématiquement, mais souvent, des relations de partenariat entre les universités. Donc, ça fait des liens au-delà du simple échange d'étudiants. Après, il y a beaucoup de points probablement d'amélioration dans l'accès du programme, parce qu'il reste quand même un complément personnel et il y a des familles qui sont en difficulté pour le fournir. Donc, c'est la question soit des prêts, soit des aides complémentaires qui peuvent être proposées pour certains publics un peu éloignés de l'accès à ces voyages, notamment les formations plus professionnelles ou pour des niveaux plus bas que la dernière année ou la quatrième année d'études supérieures, qu'évoquait Sébastien tout à l'heure, élargir en termes de cibles. Mais s'agissant des aides de solidarité là qu'évoquaient Léa et Sébastien, là, ils se sont débrouillés tout seuls. Moi, j'étais très impressionnée par le montage que vous avez construit pour répondre à la crise, vos actions de solidarité. Vous avez les financer par de l'aide, par des entreprises que vous avez sollicitées, en utilisant des locaux qui étaient les vôtres, en proposant aux étudiants eux-mêmes de distribuer les biens alimentaires, de faire le soutien amical ou psychologique, enfin le soutien par toutes ces petites rencontres visio que vous avez organisées. C'était beaucoup par de l'engagement, en fait. Et j'ai envie de dire que c'était beaucoup plus important parce que je suis effectivement allée voir la distribution que vous faisiez chaque semaine. J'ai trouvé que ce qui était presque le plus important, c'est l'accueil qui est très, très bien par d'autres étudiants. Donc voilà, ce n'était pas un moment où les jeunes se sentaient mal, mais où au contraire, ils retrouvaient un contact et une solidarité effective, certes matérielle, mais aussi voilà, par le geste collectif assuré. Mais en tout cas, vous êtes super bien débrouillés, Léa. Moi, vous m'avez bluffé. Je crois que vous avez eu pas mal de dons, mais bon, vous avez su les chercher. Je me souviens que vous m'aviez dit manquer de lait parce qu'il y avait moins de dotation en lait que dans d'autres produits. Vous aviez beaucoup de pain d'épices grâce à un producteur alsacien. Enfin, c'est rigolo, hein, vous êtes retrouvés à gérer de la logistique, mais j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit de bons produits, voilà, des produits de qualité, parce que les étudiants, ils ont droit à des bonnes choses. Après, sur la question de Sébastien, sur ce qu'ont vécu les jeunes à l'étranger, je pense que c'est très, très variable suivant le réseau qu'ils ont su construire dans la partie où ils ont pu avoir quelques cours. Mais cette année, par exemple, pour les étudiants Erasmus accueillis en France, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu très peu de rentrées. Donc, je pense que ça a été difficile pour eux. Et voilà, il faut, comme quelqu'un l'a déjà dit, enfin, prendre acte du fait que c'est un temps difficile pour eux. Peut-être pas avec toutes les rencontres et toutes les découvertes qu'ils auraient souhaitées, mais essayer de surmonter dans les années qui viennent. Je ne sais pas ce qu'il en est non plus du recrutement pour les étudiants Erasmus de l'année prochaine, parce que ce n'est pas très simple non plus de se projeter. Je ne sais pas, au début de l'année, à un moment où on n'y voyait pas très clair sur quand on allait s'en sortir. Donc, voilà. J'espère que ça n'a pas trop découragé les étudiants et ou qu'on va les rattraper dans des processus peut-être accélérés avant l'été pour permettre néanmoins ces échanges. Mais je suis très impressionnée par votre résilience collective, Léa et Sébastien et tous vos collègues. Vous avez quand même su vous adapter sans oublier le fait que vous êtes acteurs pour les autres, mais que vous aussi, vous avez subi le confinement, comme les volontaires qui se sont mobilisés. Donc, je pense que c'est très chouette ce que vous avez vécu et je forme le vœu que ce soit valorisé en points dans vos cursus universitaires parce que je trouve que c'est une belle... c'est une forme d'engagement à la fois professionnel, étudiant et humain, qui a une valeur forte.
Merci beaucoup, Madame Keller. Y a-t-il d'autres questions? Comme je dis, ou peut-être des témoignages? alors, quelqu'un a posé une question? Non. Non. Ah oui, Nicolas? Aïcha, je crois que vous voulez aussi dire quelque chose. Vas-y, je t'en prie. Aïssa, oui, Aïssa d'abord. Alors. Allez-y. Moi, la question que je me posais, c'est comment, avec la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, ni même comment elle va se terminer, comment l'Europe, donc c'est plus une question qui est dirigée vers Madame la députée, comment l'Europe prévoit ou quel plan d'action elle a prévu pour justement soutenir et continuer à promouvoir le programme Erasmus et aussi continuer à inciter les jeunes et à y aller, quoi. Alors, la situation des jeunes n'est pas disjointe de l'ensemble de la société. Donc, l'Europe, vous savez, elle a travaillé sur un plan de relance pour que l'économie repart. Elle n'a en rien baissé ses crédits pour Erasmus. Il y a eu quelques assouplissements dans la mise en œuvre de certains programmes, qui soient un peu plus, plus faciles d'accès, ou que des dates soient un peu moins rigoureusement appliquées, par exemple. Sur la question de la sortie de la crise, alors je prends ma boule de cristal. Il est vraisemblable que nous allons devoir vivre avec ce virus, comme nous vivons depuis longtemps d'ailleurs avec toute une série de maladies. Ce qui est extraordinaire, c'est que les labos, d'ailleurs pas mal de labos universitaires en Europe, ont permis la découverte de vaccins. Franchement, c'est un miracle parce que vous savez que pour le sida, ça fait 30 ans, on n'a toujours pas de vaccin. Donc le fait qu'en moins d'une année, on ait trouvé des vaccins qui marchent, on en a trouvé plusieurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc la solution, comme pour plein d'autres maladies, passera par la vaccination. Il est très vraisemblable qu'elle sera régulière parce que comme la maladie est planétaire, la probabilité de variants au cours du temps est forte. Donc, il est peu probable qu'on vive ce qu'on a vécu pour H1N1, c'est-à-dire que le virus s'affaiblisse tout seul et il a disparu. Là, il est probable que le virus tourne encore longtemps sur la planète. Aujourd'hui, le défi principal face auquel on se retrouve, c'est la question non pas tant de la population européenne, parce qu'on peut penser que d'ici la fin de l'année, tous ceux qui le souhaitent auront pu être vaccinés, que le taux de vaccination sera tel que la maladie sera très fortement freinée. Et comme de l'autre côté, on améliore chaque jour les soins apportés aux personnes malades, que nous saurons gérer ce qui sera une maladie, que par contre, pour l'éternité, on va être pris de se laver les mains, mais on devait déjà le faire avant, mais on avait oublié que ça évitait les gastro et plein d'autres maladies. Donc le sujet, ça va être les pays du Sud, parce que les maladies ne connaissent pas les frontières et que donc il va falloir vacciner et proposer les soins à tous les pays du monde. Vous lisez sûrement les catastrophes actuellement en Inde, dans d'autres pays. Moi, j'ai des amis qui travaillent en Afrique. Ils ne parlent pas trop du Covid parce qu'en fait, ils ont le palu, ils ont la dengue, ils ont le chikungunya, ils ont le vaccin de la fièvre jaune. Pour ceux qui sont vaccinés, pour les autres, c'est extrêmement dangereux. Donc, ils ont des maladies qui sont plus terribles pour eux, en fait, plus mortelles. Donc, je pense que nos étudiants vont pouvoir vivre, mais il faut maintenant qu'on aide aussi les étudiants des pays du Sud, parce qu'eux aussi profitent des mobilités internationales, et puis les populations dans leur ensemble, à bénéficier aussi de ce progrès sanitaire. Donc, au les cœurs, on va s'en sortir là. En plus, nous, on travaille là. Moi, c'est l'un de mes sujets sur le certificat vert numérique. C'est ce document qui aura 3 infos dedans, soit le vaccin, soit un certificat récent, soit un certificat comme quoi vous avez été malade et que vous êtes rétabli, donc qui vous permettra de circuler en Europe, même cet été. Vous avez vu aussi qu'il y a eu des annonces en France récentes. La veille de chaque jour, les créneaux pas remplis par des gens éligibles, donc maintenant il faut encore être assez vieux pour avoir accès au vaccin, vieux comme moi,
si vous êtes jeune, vous pourrez avoir accès à ces vaccins. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun vaccin qui dorme dans les frigos, mais qu'on vaccine tous ceux qui le veulent bien ou qui en auraient besoin parce qu'ils souhaitent être mobiles rapidement. Donc, je pense que en résumé, que l'année universitaire prochaine, enfin, je pense et j'espère à la fois, sera quasi normale. Peut-être que vous aurez un peu plus froid en hiver dans les salles de cours parce qu'on les aérera bien toutes les heures. On aura pris de bonnes habitudes, qu'on se lavera plus les mains, que quand on sera dans des espaces très confinés, on va, comme les Asiatiques depuis longtemps, prendre l'habitude du masque. Prendre l'habitude aussi du masque si on se sent un peu enrhumé et qu'on craint peut-être d'avoir cette maladie pour ne pas la transmettre. Mais je pense et j'espère qu'on sera sur des cours quasi normaux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les enseignants sont autant en attente des études que les étudiants de cours à nouveau normaux. J'ai pas mal d'amis profs et ils sont en manque d'élèves. Hein. Ils disent c'est pas possible de faire des cours devant un écran. On en a marre, on a envie de sortir les étudiants, de pouvoir échanger avec eux, les mobiliser, échanger avec eux sur leurs projets. Donc, espoir. Nicolas, à toi maintenant la question. Oui, alors moi, c'était plus un témoignage sur l'aspect financier d'Erasmus. Et c'est vrai que 24 milliards, c'est beaucoup et ça peut être discuté et discutable. Mais c'est vrai que quand je suis parti en Erasmus, je me suis vraiment rendu compte que c'était pour les jeunes vraiment un des vecteurs principaux du sentiment d'appartenance à l'Europe, d'avoir dans ces classes des Erasmus. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'on se sent européen. C'est vrai qu'en Roumanie, des fois, certains ne connaissaient même pas le siège du Parlement européen. Et quand je disais que je venais de Strasbourg, ça faisait aucun écho dans leur tête. Et c'est à ce moment-là où en fait, on se dise, il y a des Erasmus dans ma classe. Tout ça, c'est possible grâce à l'Europe, à l'Union européenne, et qui sont là parce qu'il y a des aides qui sont en place, il y a des accords entre les universités. C'est vraiment, je trouve, quelque chose d'important, autant sur le niveau éducatif, pédagogique et scolaire, et aussi pour la carrière professionnelle, mais aussi pour le sentiment d'appartenance européenne, qui pour les jeunes peut être quelque chose qui n'est pas vraiment ressenti. Alors que moi, maintenant, grâce à l'Erasmus, je me sens profondément européen, chose qu'avant, je voyais d'assez loin parce que je ne l'avais pas vécu. Et même en étant à Strasbourg, il y a le Parlement, mais c'est un bâtiment, on voit les députés, etc. Mais c'est vrai que si on n'est pas vraiment en lien direct avec un des sujets, on ne va pas se sentir européen. Grâce à l'Erasmus, maintenant, je me sens davantage européen. Donc, je me dis que 24 milliards pour que toute la jeunesse européenne puisse se sentir européenne et pleinement intégrée, c'est quelque chose qui en vaut le coup. Merci Nicolas pour ce témoignage et cette vibrante déclaration pour l'amour, de l'amour pour l'Europe. Alors, je vais juste compléter parce que tout à l'heure, Madame Keller a dit 24 milliards le programme, le budget qui est alloué à Erasmus, au programme Erasmus de 2021 à 2027. Je tiens juste à dire que ces milliards représentent plus 70% du budget qui était jusqu'à 2020. Donc, dans une période de crise économique, de pandémie, vous constatez que l'Europe, non seulement a mis la main dans la poche, comme on dit, pour allouer l'argent à ce programme, mais il montre de façon très concrète que ses priorités, c'est la jeunesse et les étudiants européens. Voilà. Et avant de donner la parole à une autre personne qui aimerait poser une question, j'aimerais juste vous donner une information. Ceux qui sont connectés ou qui ne sont pas connectés sur les écrans, d'habitude, notre conférence est aussi liée, elle est transmise, pardon, merci, transmise sur Facebook. Alors, cette fois-ci, nous avons eu un petit problème avec Facebook, mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train d'enregistrer cette conférence et mes collègues qui sont en face de moi, ils vont le publier tout de suite ou le diffuser sur YouTube ce soir. Et à partir de demain, sur Facebook, une fois que la plateforme Facebook ne posera pas de problème. Donc,
vous avez le choix de vous voir ou de le faire voir à vos proches, à votre entourage, à partir de ce soir sur YouTube et à partir de demain sur Facebook. Voilà. C'est toujours agréable de se revoir et de dire à vos amis et collègues et à votre famille, regardez, nous avons participé à une soirée avec Madame Keller, députée européenne. Et si vous permettez, vous voyez que les députés ne sont pas des personnes inaccessibles. Madame Keller est là avec nous ce soir. Elle n'est pas dans le tour en or comme on les accuse de temps à autre, les députés. Non, elle est dans une maison alsacienne. Alors, elle s'est donnée à quelle joie pour venir envers vous et envers nous aussi. Alors, soyons un peu plus indulgents quand nous parlons de façon démagogue et populiste contre les représentants du peuple. Oui. Bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, je poserais bien une question à Léa et Sébastien. J'ai eu l'occasion de participer à des semaines d'intégration des Erasmus. Je pense à la fac de droit, par exemple, qui fait une semaine spéciale d'accueil, hein, ce qui fait qu'ils se connaissent bien entre eux. Comment ça se passe entre les étudiants Erasmus et les non-Erasmus? Est-ce que cette rencontre se produit aussi, ou est-ce que les étudiants qui, au fond, ont un peu le même rythme aussi, c'est eux, ils restent là le week-end, enfin voilà, souvent ils arrivent un petit peu plus tôt, parfois ils sont ensemble d'ailleurs dans les résidences étudiantes. Est-ce que cette alchimie se produit? Et qu'est-ce que vous faites aussi? Parce que je crois que vous avez des actions pour que justement ces rencontres aient lieu. Alors, je peux commencer à répondre. Déjà, oui, effectivement, quand un étudiant Erasmus arrive, hein, il y a effectivement des événements qui sont faits en sorte du team building, des activités de visite du campus, de la ville, d'aide dans les démarches administratives, d'aide dans la recherche de logement, de tout un tas de choses. Je précise quand même, puisque c'est vrai que très souvent, en fait, on voit un peu le monde étudiant comme uniquement quelque chose de festif, alors que derrière, il y a aussi des associations qui organisent un aspect social qui est quand même très, très important, notamment sur la recherche de logement, notamment sur l'aide administrative, notamment sur des modalités d'inscription, d'examen, etc. Donc voilà. Et effectivement, hein, chaque année, il y a énormément d'activités qui sont faites pour faire en sorte que déjà des Erasmus se rencontrent entre eux, mais également pour faire rencontrer la population locale. C'est ce que j'ai évoqué avant. Pour ça, il y a énormément les fameux cafés des langues et autres activités d'interaction qui permettent vraiment de réunir dans une même pièce 50-60 personnes, alors un petit peu moins cette année, mais qui a le mérite de réunir des personnes qui viennent de tous les continents du monde, qui viennent de tous les pays et dans lesquels on peut vraiment parler les langues étrangères et se faire un socle de connaissances et d'amis en local. De notre côté, du coup, ce n'est pas des animations qui sont spécifiquement à destination des étudiants internationaux ou pour faciliter cette mise en lien entre étudiants internationaux et étudiants locaux. C'est tout simplement pour tous les étudiants, pour faire du lien entre tous les étudiants. C'est beaucoup plus général. Mais oui, on a surtout des gros événements à la rentrée. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a quand même beaucoup d'étudiants des programmes Erasmus, enfin du programme Erasmus qui sont présents. Après, au quotidien, toute l'année, on va avoir les associations étudiantes qui vont être dans chaque filière et qui vont être implantées là-bas pour créer du lien aussi filière par filière entre les étudiants, qu'ils soient Erasmus ou non. On a certaines composantes aussi de l'université qui font un accueil spécifique effectivement pour les étudiants Erasmus. Madame Keller, je crois, parlait tout à l'heure de la faculté de droit. C'est quelque chose qu'on fait aussi chez moi en biologie. Après, du côté de l'AFGES, là, depuis quelques semaines, on a commencé à intégrer en fait des étudiants qui sont justement dans le programme Erasmus, donc des étudiants internationaux
qui sont étudiants à l'IEF, aux distributions alimentaires. Donc, si jamais parmi les personnes présentes, il y a des personnes qui souhaitent être bénévoles pour l'aide alimentaire aux étudiants, n'hésitez pas à nous contacter. On fera un petit rendez-vous avec vous pour discuter un petit peu de concrètement ce qu'il y a à faire. Et si ça vous intéresse de venir toutes les 2 semaines, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai qu'on a eu la demande justement d'étudiants internationaux d'être bénévoles chez nous pour pouvoir d'un côté pratiquer leur français, parce qu'en ce moment c'est un petit peu restreint, et de l'autre tout simplement pour avoir en fait des contacts avec d'autres étudiants. Et c'est vrai que bon, là vous prenez 1500 étudiants d'un coup en une journée, mais au-delà de ça, il y a aussi l'équipe bénévole qui est composée d'une 20aine de personnes avec qui en fait du coup les étudiants seront pendant 3 jours. Donc voilà, on essaye ça et ça a l'air de plutôt plaire, donc c'est chouette. Léa parle plus long que les députés européens ou que les hommes politiques. J'essaie d'être un peu agréable parce qu'il m'a envoyé un message juste après son première intervention. Mais déjà, désolé, j'ai essayé d'être concise. Je ferai plus court plus tard. Et finalement, plus tard, il n'est pas plus court, il est plus long. Alors, merci Léa en tout cas. Alors, moi, j'ai encore deux personnes qui veulent poser une question. Aïssa, tu as déjà posé une question, donc nous allons donner la possibilité à Solène, parce que nous avons encore 1 minute, mais comme nous ne sommes pas sur le plateau de télévision, nous pouvons prolonger quelques minutes ce débat qui est très intéressant, et surtout si Madame Keller peut toujours nous accompagner encore 5 minutes. Parfait. Ouais, parfait. Donc, Solène, à vous la question. Oui, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être concise. En tout cas, je voulais remercier. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Donc, merci déjà à vous 3 d'être présents ce soir. Moi, du coup, je suis secrétaire à ESN Strasbourg, donc je connais déjà le milieu. Voilà. Et ce que je me demandais, c'était plus par rapport au logement. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'année à venir? Parce que je sais qu'à Strasbourg, c'est toujours compliqué déjà, même sans période de Covid. Donc, en période de Covid, comment vous voyez les choses? Bon, je commence. Pas d'idée géniale, hein, franchement. Je vais peut-être partager une expérience personnelle. Il se trouve que ça fait 2 années consécutives que, pour des raisons personnelles, j'ai accueilli une étudiante, c'était 2 filles successivement, jusqu'à la Toussaint, en fait, le temps qu'elles trouvent leur logement. Enfin, je crois d'ailleurs que vous avez un programme comme ça, l'AFGES, mais je trouve que l'idée d'aider à chercher un logement sous la forme d'un accueil familial ou de quelqu'un qui pourrait être dans une filière similaire professionnelle, hein, un étudiant, pour lui permettre d'atterrir aussi, hein, et de choisir calmement, voilà, je trouve que c'est une bonne option. Et puis le marché se dessert aussi, hein, au mois fin octobre. Voilà. Sinon, effectivement, vous avez raison, en période de Covid, bon, on sait maintenant que sur les surfaces, il n'y a plus beaucoup de Covid, de virus qui tient, hein, donc toute la peur qu'on avait, hein, c'est un peu reculé. Bien sûr, il y a les poignées de porte, des choses comme ça, mais je pense que cette inquiétude va disparaître. Ceci dit, la question du logement à la rentrée reste un sujet majeur. Il y a les bourses que vous organisez, les accompagnements, mais voilà, j'ai pas de solution simple. Ce qui est vrai aussi, semble-t-il, c'est qu'il y a un certain nombre de logements qui sont devenus des locations de long terme, puisque les gens n'arrivaient pas à trouver de personnes, hein, puisqu'un certain nombre d'étudiants sont rentrés chez eux, hein. Donc, le marché à la rentrée sera peut-être un peu différent d'habitude. Donc, il faudra qu'on soit tous, hein, collectivités, acteurs publics, vigilants sur cet accompagnement. Pour compléter, du coup, à l'AFGES, nous, depuis 4 ans, on a mis en place justement un dispositif pour l'accueil des étudiants à la rentrée. Donc, il a lieu pendant 2 mois et c'est en partenariat avec le Crous. On a aussi beaucoup travaillé avec ESN à l'époque où Sébastien était encore
était encore à Strasbourg sur ce dispositif-là, donc qui permet d'accueillir des étudiants pour une durée de 2 semaines chez des particuliers, donc que ce soit des étudiants ou des personnes actives ou même des personnes retraitées. Donc, on a ça qui sera encore mis en place pour la rentrée prochaine. Donc, c'est un format un peu particulier, étant donné que pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas se permettre d'envoyer des étudiants chez des particuliers. On pense faire une édition en hôtel pour la 2e année consécutive due au Covid. À voir comment ça évolue. Hein. Ce sera peut-être possible de faire autrement d'ici la fin de l'été. Et sinon, on travaille en ce moment avec l'Eurométropole sur un projet d'encadrement du prix des loyers, parce que c'est aussi un des gros soucis qu'il y a à la rentrée, c'est qu'en fait, les prix flambent et on peut monter jusqu'à 16,50 € du mètre carré dans le centre de Strasbourg. Alors, il y a des centres de formation là-bas, donc évidemment, on va avoir des étudiants qui vont essayer de trouver des logements. Malheureusement, c'est un travail qu'on commence tout juste avec la nouvelle municipalité. Donc, pour cette rentrée-là, ce ne sera pas mis en place, mais on espère que pour la rentrée prochaine, ce sera fait. Et en parallèle, on essaye aussi de rencontrer des bailleurs pour qu'ils assouplissent un petit peu leurs conditions d'accès, c'est-à-dire qu'ils mettent plus de logements en colocation disponibles et également qu'ils acceptent de plus en plus la garantie Visale, qui, malgré le fait que ce soit la garantie la plus certaine, étant donné que le garant est l'État, elle est souvent en fait refusée pour des étudiants. Donc voilà, c'est un travail qu'on a pu commencer assez tardivement, étant donné que les élections municipales avaient été reportées, mais c'est en cours. Il y a effectivement, quand on avait commencé à travailler sur ces dispositifs de logement provisoire, on avait diffusé dans Strasbourg un questionnaire qui finalement a révélé qu'en période de rentrée, 76, si je me souviens bien, 76 étudiants ont dormi dans la rue en période de septembre et 90% d'entre eux étaient internationaux, hein, bien sûr, puisque on se rend compte qu'il y a des difficultés de précarité, que tout le monde ne peut pas se permettre de payer 30 € la nuit d'hôtel pendant 3 semaines de suite, alors qu'ils viennent de certains pays avec des salaires moyens de 300 €. Donc, c'est sûr que c'est des réalités qui sont très, très compliquées. Et pour terminer rapidement, je pense idéalement, ce qu'il faudrait, c'est de faire jouer aussi, on parle beaucoup de solidarité, c'est de faire jouer aussi une solidarité avec la population locale de Strasbourg envers les étudiants, puisque, comme vous l'avez dit, Madame Keller, en fait, ce n'est pas des situations qui durent éternellement, c'est vraiment un rush pendant 3 semaines, Ah oui. des solutions temporaires. Oui, tout à fait. Oui, puis je trouve, si je peux me permettre, en termes d'accueil, il y a un tas d'aspects un peu matériels. Où est-ce que je peux trouver un vélo? Enfin, on peut mettre le pied à l'étrier sur plein de petites choses sur la connaissance de la ville, etc., qui permet de faciliter l'accueil. Moi-même, quand j'étais étudiante aux États-Unis, en fait, on avait profité d'un programme comme ça, mais qui s'organisait avant le début de l'année universitaire. C'est très fréquent aux États-Unis, ça n'existe pas trop en Europe, où vous venez 2 ou 3 semaines avant, vous êtes plutôt fléché vers une famille qui est de votre domaine d'études, en fait, et ça vous permet d'atterrir, en fait, en souplesse. Donc tout ça, je félicite l'AFGES qui monte ces projets, parce que c'est aussi des rencontres humaines, ça fait des gens qui sont un peu des points d'appui. Vous voyez, toute l'année après, si on a un pépin, ben on les rappelle, quoi. On les embête pas beaucoup, mais en fait, 1 ou 2 fois dans l'année qui suit, on est bien content d'avoir une famille vers laquelle on peut se tourner, quoi, quand on ne sait plus. On n'est pas tout seul, quoi. Ce que vous décrivez sur les jeunes qui se sont retrouvés tout seuls pendant la crise, ça aussi, c'est très difficile. Et on a tous, franchement, un sofa, un canapé, enfin. Et alors que c'est une durée assez courte, on peut tous pousser un peu les murs, quoi. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci tout d'abord à Madame Keller. Avec plaisir. Vous invitez, Léa et Sébastien. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous raconter une petite histoire érasmienne, c'est-à-dire sur le programme Erasmus. Supposons pas, hein, c'est possible, qu'un jeune Allemand d'origine turque va à Amsterdam pour le programme Erasmus. Et là, il rencontre une jeune Française d'origine grecque. Ils s'aiment, c'est normal.
les jeunes. Alors, devant l'amour, pas de question de religion, pas de question de problèmes gréco-turcs, pas de question de problèmes franco-allemands, pas de question de nationalité de l'enfant qu'ils vont avoir, parce que puisqu'ils s'aiment, ils vont avoir un enfant. Donc, ils se trouvent à Amsterdam, en Hollande. L'enfant, certainement, va être hollandais, s'il y a le droit du sol. Mais, bien sûr, les parents de l'un et de l'autre vont dire non, il faut qu'il soit turc, grec, non, allemand, français. Ça, ils peuvent, du point de vue juridique, on peut les résoudre. Mais le problème, c'est quel nom ils vont donner à cet enfant. Respecter la tradition grecque, turque, allemande, française. Mais alors, je vous pose la question, quel sera le nom de cet enfant? Europe. Europe. Merci beaucoup à tout le monde. Ça ne vient pas de moi, ça vient pas de moi. Je vais vous le dire tout de suite, Madame Keller. Vous connaissez Daniel Cohn-Bendit. C'est lui qui aimait bien semer les troubles à l'hémicycle du Parlement européen. Il a raconté ça un soir sur un plateau de télévision et ça m'a marqué. Et c'est vrai, c'est possible, ça peut exister. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Vous étiez excellents, tous. Merci beaucoup. Merci et merci à l'AFGES et à ESN pour votre engagement et la mobilisation que vous assurez autour de vous. Merci, bravo à l'équipe du Parlement. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. À bientôt. À la prochaine.